Pour commencer, je vais vous donner quelques chiffres donc sur notre MOOC qui a commencé depuis une semaine. Euh, Oui. le- il y a actuellement 6400 inscrits à ce MOOC. Il y a 750 personnes qui ont répondu au petit questionnaire à propos de la première vidéo. Ah mais attends, ça. Oh, fermez, Il y a fermez, fermez. 650 personnes qui ont réussi le premier test. Et voilà donc pour les premiers chiffres. Donc je voudrais commencer par féliciter les 650 personnes qui ont réussi le premier test. Parmi les autres, alors je peux pas vous dire combien ont essayé le test et n'ont pas réussi parce que j'ai pas le chiffre, mais il reste de l'espoir pour tout cela et j'espère qu'au cours du Hangout, j'aurai l'occasion de donner des indications qui pourront aider pour réussir le test hebdomadaire de la première semaine, voire les suivants. Donc je vous ai donné un peu des chiffres sur le nombre d'inscrits. Maintenant, je vais passer la parole à Sandrine qui va dire qui sont ces inscrits et voilà, puisque c'est elle qui suit un peu ce que les présentations des gens sur la plateforme et les interventions sur les espaces de discussion. À toi, Sandrine. Ok, merci François. C'est un peu la première fois qu'on se livre à cet exercice, donc on n'est pas tout à fait au point. Enfin, en tout cas pour ma part. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que euh, j'ai parcouru les présentations de l'ensemble des personnes qui se sont présentées sur le MOOC et j'ai trouvé que dans l'ensemble, elles étaient assez formidables, assez touchantes. Il y a une grande diversité de personnes qui se sont inscrites. La plupart viennent pour s'initier à l'informatique, s'initier à la programmation, pardon. Elles ont tous les âges. Il y a des lycéens et il y a des retraités. Il y a des personnes actives, bien entendu, des personnes qui viennent uniquement pour leur plaisir et des personnes qui viennent parce qu'elles ont éventuellement un projet de réorientation professionnelle. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Ça aussi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ce matin, j'ai lu une présentation de quelqu'un qui se connecte du Mexique. Il y a beaucoup de personnes en Afrique. Je pense qu'il y en a aussi qui viennent d'Inde. Il y en a un peu partout en France. Enfin, voilà. Je n'ai pas vu s'il y avait des Canadiens ou Bon, mais voilà. Tout le monde ne dit pas d'où où il habite et d'où il parle, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a une très grande diversité. Et je vous invite en fait à aller parcourir ces présentations parce que on y fait de belles rencontres. Voilà. Euh, J'avais aussi une chose à vous dire par rapport au fil de discussion. Donc en fait, il faut. Alors il y a des gens qui sont très actifs sur les fils de discussion et qui répondent très généreusement aux questions des uns et des autres, et ça c'est vraiment chouette. Euh, il faut il faut penser à éplucher un peu les fils pour savoir si la question que vous avez envie de poser n'a pas déjà été posée et n'a pas déjà trouvé une réponse. Euh, et bon, voilà, moi, j'ai créé un fil. Il y a eu beaucoup de problèmes pour l'installation des outils. Je pense que les liens sont dans la leçon 1.4 et ça n'a pas été évident pour tout le monde de trouver ces liens. Donc il y a eu beaucoup de questions autour de ça, des liens, de l'installation, de comment l'installer. Et bon, voilà. On a des inscrits qui ont été très actifs pour dépanner les uns et les autres sur cette question. Et j'ai regroupé l'ensemble des solutions que j'ai pu trouver sur les fils dans un lien que j'ai mis en tête qui s'appelle, je crois, problème d'installation des outils, quelque chose comme ça. Voilà, j'essaierai de faire la même chose pour la session 2. S'il y a des questions qui reviennent souvent, de les regrouper sous un même fil en tout début de fil de discussion. Et voilà, j'ai envie aussi de vous dire que faites la pub autour de vous pour ce MOOC si vous l'appréciez, si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés, parlez-en, qu'on soit le plus nombreux possible, qu'on se crée cette petite communauté de gens qui ont envie d'apprendre à programmer. Et en particulier, cette chaîne, les Hangouts sont visibles par n'importe qui, donc quelqu'un qui aurait envie
de voir qui on est et comment on s'adresse à vous, comment on répond aux questions, et qui n'aurait pas envie de faire le pas de s'inscrire sur Fun pourrait juste venir voir, nous voir sur la chaîne YouTube. Voilà. Et puis on est présent sur les réseaux sociaux, donc sous le nom 1 Zest de code, 1 le chiffre 1 Zest, 2 le chiffre 2 code. Et on est sur Facebook, sur Twitter et sur Google+. Donc voilà, on peut aussi se retrouver sur les réseaux sociaux pour continuer à faire connaissance, pour partager les informations que l'on trouve à droite à gauche et qui nous semblent intéressantes. Voilà François, j'ai fini pour ma part. D'accord. Et bien ce soir, donc nous avons avec nous Muriel à qui je vais donner la parole, et puis nous avons aussi des gens qui nous ont fait parvenir par un biais ou par un autre des questions. Donc j'ai des questions en réserve, mais je vais maintenant donner la parole à Muriel pour qu'elle nous dise un peu ce qu'elle pense du MOOC et puis quelles sont ses questions, ses problèmes, ses remarques. À vous Muriel. Oui. Alors, je me suis connectée à votre cours parce que je ne connaissais pas Java. Donc, ça va me permettre de m'initier à ce langage de programmation. Moi, je suis de formation ingénieur en informatique. À la recherche d'emploi, on demande souvent donc de connaître Java. J'ai pu m'inscrire à votre cours par l'intermédiaire d'informations qui se trouvaient sur le site du Pôle emploi. Je crois que c'est le mois dernier, il y a beaucoup eu de MOOC qui se sont créés ou qui ont été portés à la connaissance des demandeurs d'emploi par l'intermédiaire de leur site. Donc effectivement, ce que j'apprends par votre cours, c'est d'être initié. J'ai bien compris que c'était une initiation et qu'il fallait continuer dans d'autres formations pour avoir une formation plus complète. Alors, effectivement, je n'ai pas rencontré de vrais problèmes aujourd'hui, jusque-là. Je trouve très intéressant dans la façon dont vous avez de présenter le langage Java avec votre recette 4 quarts pour la définition des variables. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas effectivement la programmation, c'est bien de l'illustrer de cette façon-là. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Bon, j'ai fini donc ma première semaine sans problème et j'ai commencé la deuxième semaine aujourd'hui. D'accord. Donc votre intervention est intéressante, notamment je retiens que Pôle emploi propose donc aux demandeurs d'emploi de suivre des MOOC. Je trouve que c'est intéressant comme information. Par ailleurs, vous n'êtes pas non plus dans notre cœur de cible parce qu'en tant qu'ingénieur en informatique, vous devez déjà savoir programmer dans d'autres langages, je suppose. C'est exact. Et donc les variables, les types, les boucles, les if, tout ça, vous connaissez déjà. Donc, donc il est possible que ce MOOC n'aille pas assez loin par rapport à vos besoins et donc il faudra éventuellement aller en voir d'autres et chercher d'autres MOOC. Bien, donc merci Muriel. Je vais essayer de traiter quelques questions qui ont été posées. Donc il y a eu des questions sur la classe MOOC et il y a eu en particulier il y a eu deux difficultés, je dirais. C'est déjà la trouver, ça a été une difficulté pour certains. Alors normalement, cette difficulté a été résolue, mais néanmoins, s'il y en a parmi les gens qui regarderont qui ne savent pas encore où trouver, je vais vous montrer où est cette classe MOOC et après je dirai pourquoi il y a cette classe MOOC dans ce cours. Donc c'est dans la séquence 1.4, écrire un programme avec DR Java. Il y a la vidéo et en dessous de la vidéo, il y a des documents d'accompagnement et notamment ici le fichier mooc.java. Et donc, ce fichier mooc.java, pour l'utiliser, il faut, donc, il est ouvert dans le navigateur, il faut faire enregistrer sous et le mettre dans un certain dossier
où où vous écrirez vos programmes. Donc, a priori, je vous conseille de créer un dossier pour ça. Et alors, cette classe MOOC, donc c'est une classe que j'ai écrite moi pour suivre le cours. Excuse-moi François, ce que tu Oui. appelles la classe MOOC, c'est bien la librairie ou la bibliothèque? C'est de la même chose? Librairie, oui, je devrais employer plutôt ce terme puisque c'est ce que j'ai utilisé par ailleurs. La librairie ou bibliothèque MOOC, c'est donc un ensemble de choses. Alors, c'est l'ensemble de toutes les fonctions qu'on aura à utiliser, toutes les méthodes qu'on aura à utiliser pour le cours, et qui pour certaines existent en Java, et pour d'autres pas vraiment, donc que j'ai écrites pour vous. Et pour celles qui existent en Java, j'en simplifie l'utilisation en faisant qu'on ait juste à appeler une méthode. Sinon, si on n'avait pas cette classe MOOC, par exemple pour lire quelque chose au clavier, il faudrait commencer par des instructions un petit peu obscures, et donc j'ai préféré simplifier les choses. Alors c'est quelque chose de spécifique au MOOC, ça veut dire c'est pas du Java standard, c'est pour ça qu'il faut le télécharger et l'installer sur votre machine. Après, donc, quand vous deviendrez grand, entre guillemets, vous pourrez continuer à l'utiliser cette classe, si vous le souhaitez, donc aussi longtemps que vous le voulez, elle est à votre disposition, il n'y a pas de souci là-dessus. Et un jour, si vous voulez vous en passer, vous pourrez passer à du Java standard, mais ça vous demandera d'écrire quelques lignes plus ou moins absconses de Java. Et donc, c'est pour éviter cette obscurité et pour éviter d'avoir à écrire dans le programme des choses que vous ne comprenez pas que j'ai créé cette librairie. Et j'en viens à un autre sujet qui a été abordé, c'est dans le cours, il y a des choses qui ne sont pas expliquées, notamment quand on regarde le programme Patate. Il y a les deux premières lignes, en gros, qui ne sont pas expliquées. Est-ce que je peux expliquer? Je vais revenir au partage de mon écran pour qu'on regarde ensemble donc le programme Patate. C'est ces deux lignes-là que je n'explique pas. Alors, c'est délibéré, hein, je l'ai dit dans le document, c'est du copier-coller à faire pour que ça marche. Nous, ce qu'on comprend, c'est ce qu'il y a à l'intérieur ici, ce qu'on comprend ou ce qu'on comprendra mieux à partir de la deuxième semaine. C'est les instructions qu'on écrit. Alors, je vais quand même dire deux mots de ces choses-là, en sachant que chaque mot, en fait, chaque mot a un sens bien précis, mais qui font appel à des choses compliquées du langage. Donc, si vous voulez, cette ligne-là, c'est la définition de ce qu'on appelle une méthode, c'est la méthode principale, c'est une méthode qui est exécutée. Quand on demande d'exécuter un programme, on demande d'exécuter la méthode main. Et donc, en fait, cette ligne, je ne vais pas expliquer mot à mot parce que c'est des choses compliquées, statique contre dynamique, public contre private, enfin des choses comme ça. Ça, à la limite, vous comprendrez mieux à partir de la 4e semaine. Mais donc, je ne veux pas m'appesantir là-dessus, mais on peut dire ça, c'est ce qu'il faut écrire textuellement si on veut écrire un programme en Java. Donc, c'est une méthode. Écrire un programme, c'est écrire une méthode main. Cette méthode, on ne peut pas écrire une méthode en Java ailleurs que dans une sorte de conteneur qu'on appelle une classe. Et donc là, le nom donc qu'on donne à notre programme, là on le choisit. Mais le fait que ce soit une classe, on ne choisit pas. En Java, tout le code qu'on peut écrire est nécessairement dans une classe. Et qu'est-ce que c'est qu'une classe? Alors là, c'est un vaste sujet que je ne veux pas traiter dans le cours pour débutants. Mais en première, ça a plusieurs usages, une classe, mais ici, c'est un ensemble de méthodes, et dans cet ensemble de méthodes qu'on crée, ici, il n'y aura qu'une méthode, mais on peut
on peut pas écrire la méthode main ailleurs que dans une classe, donc on est obligé de créer la classe aussi. Voilà, donc j'ai dit quelques mots, je suis pas sûr qu'ils soient compréhensibles, mais encore une fois, c'est trop tôt pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, dans François, l'immédiat, excuse-moi. Est-ce oui, qu'on peut dire qu'une méthode, c'est un programme? une méthode, c'est un bout de programme, et la méthode main, c'est le programme entier, en fait. Voilà. C'est un Donc, programme dans lequel il pourrait y avoir plusieurs bouts de programme. oui. C'est... D'accord. Le, D'ailleurs, dans notre programme, on appelle d'autres méthodes. Hein. Dans notre programme Patate, on appelle par exemple system.out.print, c'est une autre méthode. On commencera, donc pour ceux qui ont commencé la semaine 2, c'est dans la semaine 2 qu'on commence à avoir cette notion de méthode et à distinguer ce qui est une méthode et ce qui n'est pas une méthode. Donc voilà, la méthode main, c'est le programme lui-même. Il y avait des questions qui se posaient aussi sur les ponctuations, la syntaxe, c'est-à-dire les accolades, les points-virgules. Je ne sais pas si tu veux aborder ça. Ou... Eh ben, oui, je peux parler de ça pour dire qu'effectivement, les ordinateurs sont très pointilleux sur la syntaxe. Et là où il faut un point-virgule, on peut pas mettre une accolade. Là où on donne un nom à une valeur, on peut pas mettre des espaces. Il faut que le nom contienne que des lettres, des chiffres et des soulignés. Donc, il y a un certain nombre de règles là-dessus. Au niveau de la première semaine, la règle est relativement simple. À la fin de chaque ligne, on met un point-virgule. Après, cette règle deviendra fausse à la semaine 2, à la semaine 3, parce qu'on aborde des instructions compliquées. Donc, en gros, le point-virgule, c'est la fin d'une instruction simple. Et les instructions compliquées, c'est des instructions qui contiennent d'autres instructions. Et ces instructions-là, c'est celles-là qui font intervenir des accolades. Et donc les accolades, elles servent pour plusieurs choses, pour délimiter la méthode main. Donc il y a une accolade pour ouvrir et fermer la méthode main. Et dans ce qu'on va écrire nous, à partir de la deuxième semaine, il y aura des accolades pour délimiter des listes d'instructions. Et donc là, on va avoir des instructions comme le if, le for, pour parler des semaines 2 et 3. On aura donc des instructions qui ne se terminent pas par un point-virgule. Je pense qu'effectivement, ce problème de syntaxe, de savoir qu'il faut mettre des points-virgules, ou autre problème, quand on a des nombres à virgule, en fait, comme on a l'écriture américaine, c'est pas des virgules qu'on met, mais des points, ça peut être une difficulté et ça peut faire qu'un programme ne compile pas. Si on a mis 2,5 à la place de 2,5, le programme ne compile pas. Si on met 2,5 mais qu'on oublie un point-virgule à la fin de la ligne, le programme ne compile pas. Donc on peut se retrouver quand on débute, là c'est une grosse difficulté, on a un programme, peut-être qu'on a fait la bonne conception, peut-être que tout est bien en place, mais on ne passe pas cette étape de la compilation. Alors j'ai envie de vous donner quelques conseils pour la compilation. Je vais peut-être encore une fois partager l'écran pour revenir sur le programme Patate. Imaginez que j'ai un programme que j'ai écrit et que je n'arrive pas à compiler, qu'il y ait 12 erreurs de compilation ou 15 erreurs de compilation, ce qui peut arriver. Un truc, déjà il faut essayer de voir les erreurs les unes après les autres, donc peut-être une bonne solution, ce serait de commencer avec pas l'intégralité du programme, mais juste le début. Donc je pourrais, par exemple, effacer toutes les lignes sauf une, je fais couper, je sauve et j'essaye de compiler déjà ça. Et une fois que j'ai compilé la première ligne, je compile la deuxième, etc. C'est probablement plus facile, on est probablement moins écrasé par la quantité d'erreurs qui se produisent. Et donc, c'est une première solution. Si on ne veut pas tout effacer parce qu'on a du mal on peut éventuellement mettre en commentaire
c'est-à-dire faire en sorte que la ligne ne soit pas prise en compte, on peut le faire en mettant juste une double barre devant la ligne, et ça devient un commentaire, et ce n'est plus une instruction du programme. Et donc on peut comme ça dire, bon ben je laisse juste la première ligne, tout le reste, je le passe en commentaire et je compile. La première ligne est compilée, ben, je vais essayer de rajouter la deuxième, etc. Si vous n'arrivez pas, si vous bloquez sur une ligne, vous pouvez poster dans les espaces de discussion, donc dans la discussion de la semaine, vous pouvez poster, alors pas l'intégralité de votre programme, puisqu'il ne s'agit pas de montrer la solution à tous les élèves, mais si vous postez juste une ligne et l'erreur de compilation à propos de cette ligne, eh ben, les gens qui lisent le forum pourront vous mettre sur la voie pour vous dire qu'est-ce qui ne va pas dans votre programme. Donc je pense que ces problèmes de compilation, c'est vraiment un problème clé pour le premier programme que vous faites, donc a priori le test de la première semaine. Donc à tous ceux qui n'ont pas réussi à compiler leur programme, je les invite à continuer, à s'accrocher. Et dans la petite vidéo de démo, j'ai fait l'erreur de dire que c'était un programme très facile. C'est peut-être le test le plus difficile, ou enfin il y en a deux qui sont difficiles, c'est le premier et le dernier. Pourquoi? Parce que vous êtes face à cette difficulté d'arriver à écrire votre programme sous une forme telle que l'ordinateur la comprendra. Donc je reviens sur ce que j'ai dit trop hâtivement. Pour les débutants, c'est pas facile, et donc si vous galérez, c'est pas normal, et accrochez-vous et on essayera de vous aider. Donc si vous avez des soucis, quand je dis on, c'est moi et les personnes qui dans les espaces de discussion viennent en aide à ceux qui en ont besoin. Voilà donc pour ce qui est des difficultés de compilation. Il y a eu une question sur le correcteur automatique, à savoir qu'est-ce que c'est que ce correcteur automatique et comment il fonctionne. Donc je vais dire quelques mots là-dessus. Le correcteur automatique, ben déjà, il y a 6 correcteurs automatiques, enfin, il y a la même infrastructure si vous voulez, mais il y a 6 exercices, 6 tests hebdomadaires, et à chaque fois, ils sont testés séparément. C'est-à-dire le correcteur automatique ne comprend pas évidemment tous les programmes, il ne comprend que les 6 devoirs qui ont été proposés. Et pour à chaque fois, il y a 3 étapes successives. Le programme est d'abord compilé. Si le programme ne se compile pas, on ne peut pas aller au-delà. Donc c'est la première étape, et s'il y a une erreur à la compilation, ça s'arrête là. En revanche, si le programme se compile normalement, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est des vérifications dans le code du programme. Donc certains d'entre vous sont tombés sur cette erreur. Public class n'a pas été trouvé dans le programme. Donc là, c'est le texte qui est analysé pour y trouver. Donc par exemple, pour y trouver public class, pour y trouver, pour certains exercices, il faut trouver un if, un for. Voilà. Donc là, c'est une analyse du texte, et le programme peut s'arrêter là. S'il y a un échec, le correcteur s'arrête sur cet échec-là. Donc s'il ne trouve pas public class, par exemple, ça ne va pas plus. Et en revanche, si ce qu'on doit trouver est là, si ce qu'on ne doit pas trouver est effectivement absent, on passe à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est un test du programme dans un certain nombre de cas qui ont été prévus. Et à ce niveau-là, ça veut dire que on va exécuter votre programme en faisant rentrer au clavier certaines données et en attendant à l'affichage certaines choses.
Et là, évidemment, le correcteur impose des contraintes parce que, par exemple, pour en première semaine, l'exemple des colis, on suppose que le poids est le dernier nombre qui est affiché à l'écran. Si vous affichez plusieurs nombres à l'écran et que le poids n'est pas le dernier, ben, le correcteur va penser que votre programme est faux. Donc ces contraintes, on a essayé de les expliciter dans les énoncés. C'est pas toujours fait de façon parfaite, évidemment. Une autre contrainte du correcteur, c'est qu'il n'aime pas trop les noms de programmes avec des accents. Donc ça, on n'en a pas parlé dans les énoncés, mais c'est une contrainte réelle. Il n'aime pas les accents dans le nom du programme. Dans le reste du programme, ça pose en principe pas de problème. Donc ce correcteur effectue un certain nombre de tests. Quand il y a des tirages au sort, donc ça c'est à partir des semaines 4, je crois, pour les semaines 4, 5 et 6, il y a des tirages au sort qui sont effectués dans les programmes. Et ben pour faire le test, on truque le tirage au sort. Et là, ça impose une autre contrainte, c'est que les tirages au sort doivent être faits avec la librairie MOOC. Si vous faites vos tirages au sort par ailleurs vous-même, certains l'ont fait en utilisant des choses de la librairie Java standard que les gens connaissent, ben là notre test ne marchera pas et considérera que votre programme est faux. En ce qui concerne les correcteurs, ben, il peut y avoir des erreurs, c'est-à-dire que parfois il va considérer comme faux un programme correct. Et donc on vous a donné la possibilité de signaler les bugs du correcteur et on les corrige. Alors selon les cas, on les corrige immédiatement ou alors on les garde sous le coude pour les corriger plus tard. Donc il y a un certain nombre de rapports de bugs qui ont été faits et de correctifs qui ont été apportés. Et donc c'est quelque chose c'est un travail qui est fait en permanence d'essayer d'améliorer le correcteur automatique. Voilà. Donc ce correcteur automatique, il n'est pas parfait et notamment il va pas vérifier vraiment le style. Hein. C'est pas un œil humain qui peut regarder. Il regarde surtout le comportement du programme. Donc bon, cela dit, il est intéressant parce que il a corrigé donc. Je vous ai dit, il y a 650 personnes qui ont réussi le premier test. Il y a eu au moins 4 ou 500 autres tests qui ont été réussis, donc en tout plus de 1000 programmes corrigés. Et évidemment, pour un humain, ce serait un travail considérable, alors que là, l'ordinateur le fait automatiquement. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette option. Voilà. Voilà ce que je voulais dire à propos du correcteur automatique. Je crois que j'ai fait le tour des questions que j'avais notées. Sandrine est partie à un mauvais moment, parce que peut-être elle en avait d'autres en réserve. Voilà. Vous, Muriel, vous avez des remarques ou des questions? Oui, j'aurais peut-être une question au niveau des compilateurs. Vous avez dit dans le cours de la première semaine qu'il y avait des compilateurs pour les professionnels comme Eclipse ou NetBeans. Ils sont vraiment très difficiles. Vous avez dit c'est... Ils sont pas évidents. Hein. Ils introduisent des complexités supplémentaires et en plus ils nécessitent l'usage de constructions que j'ai pas présenté dans le cours. Donc pratiquement dès qu'on utilise Eclipse, il faut faire un package qui est une construction Java que j'ai pas présenté. Bon, après c'est pas très très compliqué, donc vous particulièrement, vous pouvez essayer de vous y frotter. Moi personnellement, je les utilise pas, ces environnements de développement professionnel. Mon collègue Pascal, qui travaille avec moi sur le correcteur automatique, lui utilise et a développé d'ailleurs le correcteur automatique sous Eclipse. Donc, bon, ce sont de très bons outils, hein, mais un peu difficiles. Donc, vous pouvez toujours y jeter un coup d'œil. Moi, je trouve que DR Java est parfait pour des débutants.
Mais c'est vrai que c'est un outil limité. Il y a un moment où il faut passer à des outils plus puissants. A priori, ce moment, c'est plus loin, hein, c'est au-delà du niveau du MOOC que je vous propose, mais bon, c'est à chacun après de faire son itinéraire et de choisir. Et certains des élèves ont posté des programmes qu'ils avaient fait sous Eclipse, hein. Donc il y en a parmi vous qui utilisent Eclipse, et évidemment, c'est très bien, je ne peux que les encourager à continuer. Très bien. Excuse-moi, et dans la même logique, JDK, c'est pareil que Eclipse, c'est ça? Non, non. Non. Alors JDK, c'est le compilateur, c'est le cœur du langage. C'est un compilateur. Après, Eclipse, NetBeans ou DRJava sont des environnements de programmation qui comportent un éditeur. Les deux plus puissants comportent un debugger. Ils comportent des outils annexes et un lanceur de code, enfin, et puis certains, DRJava aussi d'ailleurs, des outils de test. Donc c'est des suites qui intègrent tous les outils dont on a besoin pour faire des programmes. Alors que le compilateur ne fait qu'une chose, transformer un point Java en programme compilé en point classe. Cela étant, Eclipse a son propre compilateur. Quand on utilise Eclipse, on n'a pas besoin du JDK. Et certains d'entre vous utilisent DRJava avec le compilateur d'Eclipse. Ça pose pas de problème. Il faut un compilateur, mais j'ai envie de dire pour nous, n'importe quel compilateur fait l'affaire. Si j'ai proposé le JDK pour ceux qui n'ont pas de compilateur, c'est parce que c'est celui de la maison mère de Oracle, hein, qui est le fabricant entre guillemets et le propriétaire du langage Java. Mais les autres compilateurs, comme celui d'Eclipse, font parfaitement l'affaire. Il en existe d'autres. Il y a OpenJDK. Enfin, il y a plusieurs compilateurs au choix et plusieurs environnements. Voilà. Et c'est pareil, hein, pour les environnements. Donc on en a cité 3 qui sont DRJava, Eclipse, NetBeans. Il y en a encore d'autres. Il y a BlueJ par exemple. Il y en a plein. Et tous font l'affaire. Et il y a Doppio aussi que certains d'entre vous utilisent pour le MOOC. Mais qui lui est moins pratique, mais évite d'avoir installé des choses sur leur ordinateur. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter Je ne t'entends plus très bien là. Voilà, pardon, excuse-moi, je n'avais pas ouvert mon micro. Je dis, il y a parmi les questions que nous avons relevées des choses très précises. Je ne sais pas si tu veux rentrer dans ces choses vraiment précises donc ben voilà, à part ça, non, je crois que on a abordé les points principaux. Il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre et qui a entendu toute la discussion, mais qui apparemment a eu du mal à, à nous rejoindre sur Google+, sur le Hangout. Je ne sais pas s'il a une question à poser. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend, Raphaël. Ouais. Des questions, j'en aurais plein, mais bon, je pense qu'on va pas pouvoir détailler chacune des questions que j'aurai à poser. Simplement, moi, j'ai suivi la première semaine et la deuxième aussi déjà. J'ai eu un peu plus de mal pour la seconde semaine quand même sur les exercices de la seconde semaine, notamment une question que je poserais, c'est par rapport à la définition pour la déclaration d'une variable. C'est là où j'ai un peu pêché dans l'exercice de la deuxième semaine. En fait, j'ai eu du mal à définir en fait quel type de variable devait être utilisé finalement pour que le programme puisse afficher le résultat attendu, quoi. Donc
Bah, j'ai un peu bidouillé, quoi, comme d'habitude. Donc j'ai un peu tout essayé, mais bon, je pense que c'est bien. Ça m'a permis de me faire un peu la main parce que bon, je suis un vrai débutant. Je découvre l'ensemble de la programmation. J'ai jamais fait de programmation avant, encore moins de Java. Donc voilà quoi, je suis les cours, on va dire du soir, tranquillement à mon rythme. Bon, même si là j'ai un peu d'avance, je pense que si je veux tenir, arriver au bout des 6 semaines, je pense que là c'est bien d'avoir un peu d'avance et d'en garder un peu sous le coude parce que bon, on sent que les choses se compliquent progressivement. Donc voilà, bah j'apprends. Sinon, bah je trouve que les MOOC c'est quand même vachement sympa, quoi. Ça permet comme le disait tout à l'heure, je me rappelle plus de ton prénom, Sandrine, non? Oui, Sandrine. Non. Bref, ça permet à beaucoup de monde de pouvoir avoir accès à la connaissance. Et bon, moi, je suis assez autodidacte. Par contre, là, dans ce cas-là, je sèche un peu quand même parce que c'est quand même assez compliqué. Enfin, c'est même compliqué, hein. La programmation en Java ou autre. Donc c'est bien d'être accompagné et puis surtout je pense que j'ai plus une facilité en fait j'ai plus de facilité à reporter ce que j'ai entendu que ce que j'ai lu. Donc en fait le fait qu'on nous explique comme François le fait dans les cours, ça simplifie quand même vachement les choses, quoi. Moi je sais que ça me sert, enfin c'est comme ça que ça me permet d'avancer, quoi. Ça me permet d'avancer. D'accord, merci pour Voilà. merci pour votre intervention. Donc, tout ce que vous dites est intéressant. D'après ce que j'ai compris, vous avez réussi le test de la deuxième semaine, donc félicitations. Et puis Merci. la question que vous posez, c'est une très bonne question. C'est-à-dire la question des types. C'est-à-dire j'ai une donnée, quel est son type? Et ça, Ouais, c'est c'est vraiment ça. une question fondamentale et qu'on retrouve. C'est une question que vous posez donc à la deuxième semaine du MOOC, mais une question qu'on se pose sans arrêt, c'est une question fondamentale. Et donc, pour répondre à la question, il faut analyser la donnée et ce qu'on veut en faire. Donc, je vais prendre un exemple. Qu'est-ce que je peux prendre? Là, j'ai envie de dire, sur le test de la deuxième semaine, il y avait quelque chose qui guidait, c'est que l'énoncé était quand même assez précis. Par exemple, sur le fait qu'il fallait répondre O ou N. O ou N, euh, en gros, ça peut pas être un nombre. Donc, c'est pas un nombre à virgule, c'est pas un nombre entier. Il nous reste caractère ou string. Donc, et donc là, l'énoncé était assez clair, guidé assez bien. Mais dans certains cas, bon, peut-être c'était moins clair sur le nom. Le nom, ben, si, le nom de la personne, c'est aussi assez clair que ça peut pas être un nombre. Après, ça donc avec ce qu'on a en main, là, ça ne pouvait être qu'une chaîne de caractères. Mais disons qu'en général, quand on est face à une donnée, la question c'est qu'est-ce qu'on veut en faire. J'ai envie de prendre un exemple, là, c'est l'exemple du numéro de téléphone. J'ai un numéro de téléphone, quel va être le type de données que je vais utiliser? Alors un numéro de téléphone, on peut se dire c'est un nombre. Et effectivement, c'est un nombre, ça comprend que des chiffres. Mais d'un autre côté, les opérations qu'on veut faire sur un numéro de téléphone, ce ne sera pas des opérations de nombre. Notamment, on ne va pas commencer à additionner des numéros de téléphone. On ne va pas commencer à multiplier des numéros de téléphone. On va se demander, les questions qu'on va se poser avec les numéros de téléphone, c'est est-ce que c'est le même? Par exemple, est-ce que
ce numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone de ma belle-mère que je connais par ailleurs. Donc, est-ce que c'est égal? Est-ce que c'est le même? Ou est-ce que c'est différent? Je vais par exemple passer en revue tous les numéros de mon répertoire pour savoir qui m'appelle. Première question. Deuxième question, est-ce que c'est un numéro de la région de San Francisco? Alors je sais que c'est tel indicatif pour les États-Unis, donc je vais extraire le premier chiffre, tel indicatif pour l'État des États-Unis, etc. Donc éventuellement, je voudrais faire une analyse d'un morceau de mon numéro de téléphone parce que ça me donnera une indication sur sur la géographie liée à ce numéro de téléphone. Et donc le numéro de téléphone, il y a encore un troisième élément qui intervient, c'est que le numéro de téléphone en France par exemple, il faut 10 chiffres. Si c'est à l'étranger, il faut parfois plus de 10 chiffres, et c'est trop long pour utiliser les nombres entiers de Java. Le plus grand nombre entier de Java ne permettra pas de coder un numéro de téléphone je crois que le maximum c'est 9 chiffres en Java. Donc pour toutes ces raisons, on codera les numéros de téléphone plutôt avec une chaîne de caractères qu'avec un nombre entier. Donc la question c'est quelle est cette donnée, comment va-t-on la représenter et quelles opérations on veut faire dessus. Oui. Je peux prendre un autre exemple qui est donc dans le test de la deuxième semaine. Il y a cette question, est-ce un homme, est-ce une femme? Et là, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on utilise comme type pour cette information? Et là, on a le choix pratiquement entre tous les types qu'on connaît, parce que homme ou femme, c'est pas un type de base en Java. Donc, il faut utiliser un codage avec ce qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire soit des booléanes, soit un codage en nombre entier, on pourrait dire comme pour les numéros de sécu, 1 pour les hommes, 2 pour les femmes, ou un autre code, 0 pour les hommes parce qu'ils valent rien, et 1 pour les femmes parce qu'elles sont formidables. Et puis on pourrait aussi avoir la chaîne de caractères homme ou femme. Pour l'instant, les chaînes de caractères, nous, avec ce qu'on connaît, on ne peut pas les utiliser parce qu'on ne peut pas tester si une chaîne est égale à une autre. Mais on pourrait avoir un codage avec un booléen, avec un entier ou avec un caractère comme c'est proposé dans le test hebdomadaire. Et quand on a des caractères, là, pour le test hebdomadaire, petite remarque, il faut O en majuscule ou N en majuscule. C'est le code qui est imposé par le correcteur automatique. Mais on pourrait avoir un autre code avec M pour masculin, F pour féminin, ou H pour homme et F pour femme, ou alors M pour mec et M pour meuf. Non, ça n'irait pas parce que M, on peut pas le prendre pour les deux. Donc bref, on est obligé de faire un codage et là on a le choix et les différentes solutions sont bonnes. Et si on veut coder avec un booléen, il faut savoir à quelle question on répond. Le booléen c'est vrai ou faux, true ou false, et il faut décider, soit la question c'est un homme, vrai ou faux, ou la question c'est une femme, vrai ou faux. C'est parfaitement symétrique, c'est un choix arbitraire, mais il faut le faire et l'expliciter, sinon on n'arrivera pas à utiliser le programme. Je vois que nous avons été rejoints par Issa. Si je peux me permettre, je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est Raphaël, je crois, en posant cette question, vous avez touché vraiment le cœur du sujet auquel François Barthélémy s'intéresse. Et je pense que ça explique la passion avec laquelle il a répondu. Et je pense qu'il pourrait en parler encore très longtemps. Si je peux me permettre, j'aurais justement encore une petite question par rapport à ce que François vient de dire. Parce qu'en fait, dans le deuxième exercice, enfin dans l'exercice final de la deuxième semaine, en fait, François a bien mis le doigt là où j'ai péché, en fait, là où j'ai ramé, on va dire. C'est-à-dire que
bon, déclarer un type le type de la variable, mais par contre, quand j'ai bien cherché justement à définir le programme en utilisant une booléenne. Par contre, apparemment, mais ça je voudrais me le faire confirmer, en Java, une booléenne, donc true ou false, pour bon bah là dans ce cas-là homme ou femme, moi quand j'ai essayé de compiler, il me disait que le O ou le N correspondait déjà à une booléenne en fait. Alors est-ce que finalement le true ou le false, enfin, est-ce qu'il y a un lien entre le résultat d'un booléen et le O majuscule et N majuscule en fait? Non, alors le O majuscule et le N majuscule sont pas des booléans, ce sont des caractères, donc des chars ou car, hein, je sais pas comment il faut prononcer, mais c'est Ouais. C-H-A-R. Et ça n'est pas des booléens. En revanche, ce qui est un booléen, c'est si vous comparez un caractère au caractère O, si vous faites un égal égal, le résultat d'un égal égal est un booléan. Hein. Ah voilà. Ah bah c'est exactement ce que j'ai fait en fait. Je me rappelle plus parce que c'était la semaine dernière, mais je pense que j'avais dû faire si la réponse est égale à O majuscule, alors affiche-moi à l'écran système out print le homme ou bonjour monsieur, et c'est à ce moment-là, au moment de compiler, que il cherchait en fait une booléenne en fait. Donc bah j'ai cherché un peu sur le net, un peu des exemples. Bah j'ai pas avancé là-dessus, donc je sais toujours pas comment ça marche les booléennes, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait autrement parce qu'apparemment c'est là qu'on voit que finalement bah, ça reste assez souple comme langage de programmation, parce que si on n'arrive pas d'une façon, moi j'ai réussi d'une autre. Donc Oui. le résultat est le même. Et alors Bon je après, crois, je sais pas si c'est la bonne méthode, mais bon, si, moi je pense que c'est la bonne méthode dans la mesure où ça vous a permis de réussir à faire le programme, ce qui est quand même le but. Hein. Donc, deux remarques, hein, c'est que oui, effectivement, quand on n'arrive pas d'une façon, c'est bien d'essayer d'une autre, on peut et effectivement contourner le problème. Et deuxième remarque, les booléanes, c'est une des choses difficiles parce que ça fait pas partie des choses qu'on a l'habitude de manipuler. C'est quelque chose de spécifique, je dirais, à la programmation. Autant des nombres, on en manipule dans la vie de tous les jours, autant des booléanes, on en manipule aussi, mais pas c'est de vrai. façon explicite. Hein. C'est Et vrai que les opérations des booléanes. Donc se demander si quelque chose est vrai ou faux, on le fait tous les jours, mais l'exprimer sous forme d'une expression booléenne, ça non, c'est pas, c'est une formalisation qui est nécessaire pour programmer, mais qui ne fait pas partie de, de, de notre domaine de notre champ de réflexion habituel. Quoi. c'est vrai que autant dans le programme patate, là, faire des calculs de prix du sac de patates, etc. Bon bah j'ai vraiment eu aucune difficulté, que retranscrire le problème avec les monsieur madame, c'est-à-dire euh, dans une autre logique que celle du calcul. Enfin ça a été une difficulté pour moi. Mmh. Donc pas de panique, c'est normal, hein, c'est une vraie difficulté et une vraie nouveauté. Maintenant, c'est quelque chose que vous retrouverez aussi chacune des semaines suivantes, puisque les conditions on les a non seulement pour les ifs, mais aussi pour les boucles que vous verrez dans les semaines 3 et 4. Je voudrais rajouter un petit mot pour Raphaël. Je pense que une première étape, c'est de réussir et peut-être une étape
qui permet d'ancrer aussi le savoir qui s'est inscrit là, c'est d'aller sur le fil et de regarder qui a encore des problèmes, qui a besoin d'un petit soutien pour que ça compile bien, que ça fonctionne et pour terminer, parce que je crois qu'il y a encore des gens qui essayent de réussir ce premier programme. Donc peut-être vous pouvez leur filer un petit coup de main maintenant que vous êtes arrivé au bout. Bah pourquoi pas, ouais, non, mais je suis un peu les fils de discussion et bah, j'essaye d'apporter un feedback en fait sur moi ce que j'ai eu comme enfin au niveau du résultat. Bon après c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions. Je pense qu'on s'est pas mal emballé, même moi, j'ai un peu fait, enfin, j'ai peut-être voulu aller trop vite sur certains fils. Donc c'est vrai qu'on retrouve des fils qui sont en double, en triple, en quadruple. Mais Mais bon, j'essaierai d'apporter ma pierre à l'édifice en essayant de participer aux discussions quand je sais, hein. oui, Quand je sais, parce que voilà, je suis encore une fois bah, un débutant, quoi, voilà. merci de votre participation. J'ai envie peut-être pour conclure de, de montrer donc pour ceux pour qui c'est pas encore évident peut-être j'ai envie de montrer où sont les espaces de discussion. Donc les espaces de discussion, vous en avez un à la fin de chaque semaine et donc là discussion de la semaine et vous avez ici en haut un bouton qui agglomère les discussions de toutes les semaines. Pendant qu'on est là, je voulais aussi vous montrer que peut-être tout le monde l'a pas vu, mais quand on est sur une vidéo, il y a après les questions. Donc des questions, c'est un petit QCM avec des questions pour voir si vous avez bien compris. Et ensuite, donc c'est sur cette barre-là ou avec les flèches-là qu'on peut passer de la vidéo au petit questionnaire et évaluer la séquence. Et évaluer la séquence, là, c'est pour donner votre avis, c'est savoir si ça a été utile et laisser des commentaires. Donc tout ce que vous pouvez laisser comme commentaire et comme évaluation nous est utile. Donc je vous encourage à remplir ces choses-là. Voilà. Donc comme c'est pas forcément évident d'aller chercher les choses à ces endroits-là, je voulais les signaler en passant. Attends, François, est-ce que tu peux, puisque tu es là, montrer précisément dans la discussion comment on navigue avec en haut, avec l'onglet du haut. Voilà, ici, en cliquant dessus. C'est fait, là, j'attends la réponse. Ah oui, d'accord. Voilà, toutes les discussions. Est-ce que tu peux montrer en haut comment régler les fils? Parce que là, tu as toutes les discussions. Voilà, donc on peut choisir voilà. la semaine qui nous intéresse. Donc par Voilà. exemple, les présentations, c'est là où les gens se présentent. Donc si vous l'avez pas encore fait, vous pouvez déjà aller voir ce qu'ont fait les autres et puis rajouter votre présentation. Donc là, j'ai choisi la discussion de la première semaine. Et puis on peut voir, on peut voter. Et ça, c'est dans le fil même. Et puis on peut donc voir ce qui s'est passé, les choses les plus récentes, grâce au petit bouton qu'on a là. Voilà. Donc si je choisis par exemple les problèmes techniques pour voter, c'est ici. On peut voter, etc. Voilà. Le vote nous permet ensuite de faire une sélection des questions les plus importantes pour l'ensemble des personnes qui sont actives sur la plateforme.
Bien, eh ben, écoutez, moi je propose qu'on s'arrête là. Je vois que ça fait déjà 1 heure, à peu près 1 heure qu'on a commencé. On avait un peu de retard. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de questions. Donc, Sandrine, tu es d'accord? Oui, bien sûr. Et on se retrouve donc le mardi, je sais plus combien. Donc, merci à Muriel et à Raphaël. Et Mardi prochain, c'est ça. si vous voulez nous rejoindre, donc à la fois ceux qui étaient là ou ceux qui nous regarderont après en différé, vous pouvez venir. Donc mardi, ce sera le 30, je crois, non? 31, je crois. 31. 31. le Merci. mardi 31 à 17h30. Vous pourrez vous joindre à nous. Et d'ici là, parlez-en autour de vous. Très bien. Eh ben, bonsoir. Merci. À la semaine Bonsoir prochaine. à vous. Entendu. Au revoir. Ben, merci, bonne soirée et à la semaine prochaine. J'essaierai d'être là. Merci. Voilà. Au Au revoir. revoir.